Cette Oui, j'ai conférence va l'impression que maintenant être enregistrée. oui, voilà, je crois que ça c'est en train d'être enregistré. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de connectés, mais encore moins que d'habitude. Donc, je pense que vous avez encore eu un cours en présentiel, c'est ça, juste avant? D'accord. Bon, bah, comme d'habitude, je commence l'appel et je revérifierai les absents à la fin de l'appel, hein. Ça vous va? Alors, du coup, tac. Alors, Elisa Arnoux. Je sais pas s'il faut que j'enregistre ça aussi, non, ça sert à rien, hein. Je vais être pause. Hop, Cette conférence va maintenant être enregistrée. voilà. Donc maintenant, comment je fais pour revenir sur l'écran? Alors, maintenant qu'on vient de finir l'appel, on va pouvoir commencer. Hop. Donc hier, la dernière fois, on avait commencé les maladies infectieuses. Vous vous souvenez, on Madame, a commencé. Oui? j'ai juste une question parce que vous m'avez mis absente alors que je suis présente. Ah, vous êtes madame? Vous êtes votre nom, Pauline c'est? Stecker. Stecker. S Là en aujourd'hui? S. Oui, Bah oui, je vous ai appelé plusieurs fois, attendez. mais j'étais avec Marine, mais vous avez pas dû comprendre, mais du coup j'étais avec elle Ah pendant mince. la session et je viens de me connecter là du coup sur mon portable, mais vous m'avez mis absente quoi. Là, vous avez déjà l'appel d'aujourd'hui? Visible? Oui, Ah d'accord. Ah bah, heureusement que vous vérifiez. Donc, appel terminé, bah, j'ai mis non. Pauline Stecker. Ah oui, effectivement. Bah, j'ai appelé plusieurs fois les absents. Donc, je vais rappeler les absents une dernière fois. S'il vous plaît, manifestez-vous oralement. Alors, Cron Étienne, Géraudel Félicie. Alors, oralement, s'il vous plaît, parce que là, du coup, je suis sur la page du cours. Michel Specht, pardon. Marie, Elle arrive à vélo. ah oui, vous me l'avez dit. Marie Wash. Eh ben, Michel Specht, quand elle arrive, elle se manifeste oralement, s'il vous plaît. Vous lui transmettez le message? D'accord? Alors, on va commencer. Donc, on a vu la dernière fois l'appareil ORL. Vous vous souvenez? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On avait vu les angines aiguës. Euh, et surtout, ce qu'il fallait, c'était faire la part des choses entre une maladie virale et bactérienne. On sait que les angines sont principalement virales chez l'enfant dans 70% des cas, 90% chez l'adulte. Et pour faire la distinction, il y a plusieurs critères. Dans les angines virales, ça touche plusieurs muqueuses, hein, le nez, la rhinite, la laryngite, la bronchite, alors que dans les bactéries, et ça touche souvent les deux amygdales, alors que dans les atteintes bactériennes, c'est surtout une angine et il n'y a pas d'autre atteinte ailleurs. La fièvre est beaucoup plus élevée, mais surtout il y a un test à faire qui est le TDR et on avait vu les critères pour pouvoir le faire. Je ne rentre pas dans les détails, n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, c'est les différents types d'angines. On avait vu la mononucléose infectieuse. La rhinopharyngite, bon, bah, c'est le fameux rhume de l'hiver, très Madame, fréquent. Oui. vous avez mis Clarence absent alors qu'il est là. Alors, Clarence, c'est au nom de famille? Ndiaye. Je crois pas. Ndiaye Clarence, non, je l'ai pas noté absent. Non. Non, non, il est présent pour moi, là, Pourtant, apparemment, il a une absence. Enfin, il est en train d'écrire dans le chat. Ah, d'accord. Ben, pourquoi, là, j'ai pas du tout. Ah, parce que peut-être que c'est ce que j'avais validé en premier. Non, pour l'instant, il y a quatre absents. Étienne, Félicie, Michel et Marie. Je comprends pas. Bon, de toute façon, s'il y a un souci, je verrai avec la scolarité. Mais moi, C'est pour bon, l'instant, j'ai... il a actualisé. Ah, voilà. Donc, il fallait réactualiser. Alors, du coup, donc, la rhinopharyngite, ça, je vous laisserai revoir. C'est très simple. Les sinusites, vous vous rappelez, c'est une des complications de la rhinopharyngite, l'atteinte des sinus.
il faut connaître les noms des sinus différents, les différents sinus, qui donnent donc des sinusites, souvent bactériennes, qu'il faut traiter par antibiotiques. Tout ça, on l'a vu. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Les otites, donc on a, voilà, rappelez-vous, vu l'anatomie, donc pourquoi ça? Donc entre le tympan et le nez existe un conduit qu'on appelle la trompe d'Eustache. Donc la rhinopharyngite peut se compliquer d'otite, surtout chez les enfants, parce que leur trompe d'Eustache est beaucoup plus, on va dire, horizontale. Et les otites moyennes aiguës ici se traitent par antibiotiques, c'est bactérien en général. Alors que les otites externes, donc celles du conduit ici, c'est plus une inflammation, une petite surinfection du conduit. Donc là, ça se traite localement. On avait vu, c'était très douloureux, mais sans fièvre. Hein. C'est la fameuse otite de la piscine, hein, quand l'eau stagne un petit peu. Alors que l'otite moyenne aiguë est plus profonde, ça touche le tympan, et là, il faut traiter. C'est une complication de la rhinopharyngite. Alors, on a vu donc le système pulmonaire. Alors, en pneumologie, on a vu la bronchite. Vous vous souvenez qu'il y a une inflammation surtout des bronches liée à un virus et une complication de la rhinopharyngite, hein, donc la plupart du temps virale. Alors, pourquoi ça se... Voilà, ici, on voit le mucus qui est sécrété dans les bronches et donc qui restreint la lumière. Hein, donc, on peut entraîner une toux rauque, une gêne respiratoire, mais voilà, mais pas de foyer, mais qui ne touche pas les tissus pulmonaires, contrairement à la pneumopathie qu'on va voir juste après, et donc qui est en général traité de façon symptomatique, comme on l'a vu pour la rhinopharyngite, pas d'antibiotiques, en tout cas pas systématiquement, sauf si ça évolue défavorablement, et là, il faut reconsidérer le diagnostic, donc il peut y avoir effectivement une surinfection bactérienne. Alors, la pneumopathie infectieuse, elle, par contre, c'est l'atteinte du tissu pulmonaire. Vous vous souvenez, hop, pardon, je vais un peu vite. Donc, il y a dans le poumon les bronches, l'arbre bronchique, qu'on avait vu, qui se divise d'abord dans de grosses bronches principales et puis qui va ensuite se ramifier jusqu'à, qui va constituer des bronches de plus en plus petites jusqu'à dernières extrémités qu'on appelle les bronchioles. Et tout cet arbre respiratoire baigne dans un tissu pulmonaire. L'infection pulmonaire, c'est l'infection du tissu dans lequel baignent ces branches. Donc en général, ça se manifeste quand même de façon plus aiguë avec une fièvre élevée, une douleur des poumons, une douleur thoracique et à l'auscultation en foyer. Donc là, c'est bactérien. L'agent le plus fréquent, c'est le pneumocoque. Il faut traiter par antibiotiques. On voit ici le foyer en bas à droite. Tout ça, on l'a vu la semaine dernière. C'est une petite révision. On avait vu aussi la tuberculose, vous vous souvenez, une maladie répandue dans le monde et qui est, qui devient résistante. Donc on a bien contrôlé la tuberculose pendant des années. Il y a une recrudescence de cas après la pandémie de VIH. Et actuellement, on rencontre des cas de tuberculose multirésistante, donc ça devient un vrai problème santé publique, même si la plupart des tuberculoses aujourd'hui sont très bien traitées et beaucoup plus simplement qu'avant. Il faut savoir que quand on est en contact avec l'agent de la tuberculose, le bacille de Koch, on fait souvent une forme assez minime, voire asymptomatique. Le plus souvent, on a les anticorps, quelques ganglions, voilà. Et c'est dans les cas des personnes à déficience immunitaire, c'est dans ces cas-là qu'on va développer une maladie pulmonaire sévère, une tuberculose. Donc sévère, qui risque de s'excaver et devenir contagieuse. Vous vous souvenez, on avait dit que chez une personne immunocompétent, hein, qui a des défenses, ça reste très enquisté, on
dans 90%, on guérit sans séquelles, alors que si on a un terrain affaibli, bah forcément, ça fait une forme plus grave. Et donc, si elle n'est pas traitée, peut entraîner un décès dans 50% des cas. Mais si le traitement est adapté, la guérison se fait de façon quasi constante. Donc on a vu la coqueluche. La coqueluche qui reste une maladie alors bactérienne, qui est traitée par antibiotiques, qui donne des toux assez typiques rauques, avec des grosses quintes très typiques, hein, on appelle ça des toux, le chant du coq, et qui apparaissent très, très souvent la nuit et qui peuvent entraîner des vomissements. Le traitement, c'est les antibiotiques parce que la coqueluche est liée à une bactérie, la Bordetella pertussis. D'accord? Alors, on a vu aussi ensuite la grippe. Donc la grippe que vous connaissez tous aujourd'hui, hein, transmission aérienne ou à les gouttelettes, et puis aussi indirecte avec les mains, comme pour le Covid. Donc des épidémies, et en général, 10% de la population mondiale est affectée par ce virus. Le virus, c'est le virus influenzae. Donc vous vous souvenez, il y a un temps d'incubation, un temps d'invasion, plusieurs phases et une guérison fréquente, mais avec une toux qui peut persister plusieurs semaines. Ça peut se surinfecter, comme toutes les infections virales, en infection bactérienne, hein. Donc on donne les antibiotiques dans un second temps s'il y a une surinfection. Et il peut y avoir d'autres complications, comme on l'a vu avec le Covid, myocardite, encéphalite, troubles digestifs, etc. Donc le traitement, comme c'est viral, reste symptomatique. Et des antibiotiques qu'en cas de surinfection. Même s'il existe un traitement antigrippal, mais on va le donner le Tamiflu que dans des cas particuliers. Voilà, alors on va commencer aujourd'hui par l'appareil neurologique. Donc en neurologie, on va parler de la méningite. Alors, qui a Madame, déjà... Oui? je voulais juste vous dire que je suis arrivée entre-temps. C'est D'accord. Michel Specht. Alors, très bien, merci de m'avoir prévenu. C'est Michel Pech, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, c'est noté. Donc, je vous disais, la méningite. Qui a déjà entendu parler de cette maladie ou rencontré des cas dans son entourage? Est-ce que vous savez ce que c'est? Pardon, oui? Je pense tous parce que du coup en ce moment il y a des cas à Strasbourg. Donc, Ah, d'accord, j'étais pas au courant, j'ai pas suivi du tout l'actualité. Il y a un foyer épidémique là de méningite? oui, je crois. Enfin, on a reçu Dans une... un message de l'ARS. Donc, D'accord. Dans un collège, une école, vous savez ou pas? c'est dans une boîte de nuit. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, oui, il faut absolument, quand il y a un cas de méningite, rechercher les cas contacts, hein, pour donner un traitement systématique en prévention. Ça peut être très dangereux. Donc la méningite, c'est une maladie grave qui touche les méninges. Les méninges, c'est les tissus qui se trouvent autour du cerveau. Je vais vous montrer une photo. On a, alors c'est pas une coupe facile à comprendre parce que c'est vraiment juste un petit segment du crâne. On a ici, je sais pas si vous voyez là en blanc. Vous voyez ma flèche? Oui, Vous voyez comment? Est-ce que vous voyez ma flèche bouger oui, on sur voit la l'écran ou pas? flèche. Ah, parfait. Donc là, en blanc, bordé de beige, là, c'est l'encéphale. Donc ça, c'est l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, par exemple. D'accord? Et ils sont recouverts d'un tissu ici, en plusieurs couches, et c'est alors là, il y a plusieurs couches. Ils mettent là, on voit les cheveux, c'est la peau, d'accord? Ensuite, là, le périoste. Ici, c'est l'os. Et en dessous,
avant les vaisseaux sanguins qu'on voit ici en rouge et bleu, il y a trois couches même. On les voit bien ici, voilà, qui sont les méninges. D'accord? Donc c'est un tissu qui se partage en plusieurs couches et qui recouvre tout le cerveau. Quand il y a une infection de cette couche, ça peut être très dangereux parce que cette infection peut aller atteindre le cerveau. D'accord? La méningite, c'est souvent une complication des autres infections ARL. Vous vous souvenez, on avait vu par diffusion des germes, hein, par les voies sanguines. On voit bien qu'ici, les tissus sont juste au-dessus des vaisseaux sanguins. Et dans tous les cas, quand on a une méningite, il faut rechercher des signes de gravité. Parce qu'on peut avoir une méningite simple qui va être traitée par des antibiotiques, comme on traite une sinusite ou une bronchite bactérienne. Mais malheureusement, il peut y avoir, je vous ai dit, des complications. Il y a une atteinte neurologique et là, il faut rechercher des signes de gravité. Et ça, il faut absolument les connaître. Si jamais un jour vous êtes face à un cas de méningite, il faut absolument que vous reconnaissiez la méningite et surtout que vous distinguiez une méningite simple d'une méningite grave. Auquel cas, c'est une urgence, parce que dans ce cas-là, c'est une urgence vitale. D'accord? Donc, les signes de gravité du méningite, d'abord, le purpura. On déshabille les personnes et le purpura extensif, c'est souvent un signe de méningite sévère, hein, par un mécanisme vasculaire. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'il faut absolument rechercher. Il faut chercher aussi des troubles de la vigilance. Est-ce que quelqu'un connaît le score de Glasgow, a déjà entendu parler du score de Glasgow? Non? Non. Bon, c'est un... Pardon? Non. Oui, souvent il est affiché dans les box aux urgences, tout ça, un peu partout. Bon, il est très simple, hein, vous voyez ici, on va chercher trois choses, l'ouverture des yeux, la réponse verbale, la réponse motrice. Donc, est-ce que la personne ouvre les yeux spontanément? 4 points. Au bruit, 3 points. À la douleur, donc on pince la personne, 2 points. Et nul, quand il n'y a pas d'ouverture des yeux, c'est un seul point. D'accord? On demande à la personne de nous répondre. S'il répond normalement, 5 points. S'il est confus, 4 points. Si c'est pas approprié, 3 points. Si c'est incompréhensible, 2 points. S'il ne répond pas, 1 point. Et une réponse motrice, donc on demande à la personne d'exécuter un ordre. Si il répond de façon cohérente, s'il répond aux ordres, c'est 6 points. Si c'est orienté aux ordres orientés, la distinction, c'est pas très bien, je dirais, dans le détail la prochaine fois, mais c'est 5 points. Évitement. Donc, quand il évite de répondre sur le plan moteur, on prend un bras et le ramène. Si c'est une flexion stéréotypée, donc il va plutôt fléchir ou alors plutôt étendre le bras, si on demande par exemple de serrer la main. Et si par contre il n'y a pas du tout de réponse, c'est nul. Donc, au minimum, quand on est dans un état comateux, on a toujours 3 points au minimum. Pas d'ouverture des yeux, pas de réponse verbale ou motrice, c'est 3 points minimum. Donc, si le score est inférieur à 8, c'est un signe de gravité. Alors, les signes de focalisation neurologique, bon, c'est des tests à faire, mais je ne sais pas si vous connaissez le signe de Babinski, par exemple, quand on passe la pointe du marteau sous le pied. Vous connaissez ce test neurologique ou pas? Je ne crois pas que vous deviez le connaître. En tout cas, c'est un test pour voir s'il y a une atteinte centrale, s'il y a une atteinte du cerveau. Signes de souffrance du tronc cérébral, c'est pareil, c'est des signes de déséquilibre. Quand on a une souffrance du tronc cérébral, on tient bien debout, on tangue. Un état de mal convulsif, donc c'est des convulsions, donc il y a crise d'épilepsie qui ne s'arrête pas, donc répétez. Et enfin, une instabilité hémodynamique, ça on le reverra plusieurs fois dans ce chapitre, avec la septicémie, c'est des constantes qui changent. Donc les constantes, c'est la tension, le pouls,
avec un pouls qui s'accélère et une tension qui chute. Si on a ces deux signes-là, c'est des signes de gravité. D'accord? Et la confirmation de ce diagnostic se fait par un examen qui s'appelle la ponction lombaire. D'accord? PL, je vais quand même noter en entier. Ponction lombaire. Donc ça, c'est important à retenir. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une ponction lombaire? Oui, je crois qu'il y en avait une qui m'en avait parlé la semaine dernière. Une ponction lombaire, donc on ponctionne. Hop, mince. Est-ce que vous êtes toujours sur la page? J'ai fait une manœuvre, j'aurais peut-être pas dû. Est-ce que vous êtes toujours sur la page? Oui, Oui, c'est bon, hein. oui, on voit toujours. Donc voilà, une ponction lombaire, c'est qu'on va chercher du liquide céphalorachidien. Donc c'est le liquide qui va passer entre les méninges, entre la dure-mère et la ici. Donc ah oui, mais là on va pas. Qui se trouve entre les deux tissus et qui va continuer derrière au niveau de la moelle épinière. Vous savez, les racines nerveuses du cerveau continuent, ils descendent au niveau de la moelle épinière et donnent les racines à chaque étage au niveau du thorax, puis au niveau lombaire, etc., qui va énerver toutes les zones du cerveau. Est-ce que vous connaissez cette anatomie? Oui. Voilà. Donc au niveau de la colonne vertébrale, on va pouvoir ponctionner du liquide c'est à ce niveau-là qu'on va rechercher des signes d'infection et isoler la bactérie qui est responsable de la méningite. D'accord? Donc là, il faut absolument retenir les signes de gravité. Alors la méningite, bon, chez l'enfant, c'est plutôt viral en général, hein. On appelle ça même un méningisme, c'est une réaction méningée à une infection ARL ou autre. Donc voilà, l'enfant, il a un gros rhume, etc. Il aura très très mal à la tête, la lumière qui le dérange, un peu mal à la nuque, mais pas de fièvre, peu de vomissements. C'est pas une méningite bactérienne sévère, c'est une méningite virale. Il n'y a rien à faire, comme pour toutes les infections virales, on laisse les anticorps agir. Par contre, chez la personne âgée, là, il faut se méfier. Un syndrome méningé, c'est souvent bactérien. Ponction lombaire, traitement par antibiotiques. Donc les méningites virales, en général, c'est bénin, comme je viens de vous le dire, alors que les méningites bactériennes, elles, sont des infections graves. Donc un taux de létalité 20% chez l'adulte, 20% des malades meurent, et 30% des survivants gardent des séquelles. Séquelles de la méningite, c'est des troubles moteurs, des handicaps, etc. Les bactéries responsables de la méningite les plus fréquentes sont le pneumocoque, le méningocoque et la listeria. C'est surtout le méningocoque et le pneumocoque. Aujourd'hui, il existe des vaccins. On est obligé de vacciner depuis janvier 2012 par le méningocoque, qui n'était qu'une vaccination recommandée mais pas obligatoire. Et le pneumocoque, lui, l'était déjà, mais on continue. Malgré la vaccination, on peut toujours attraper la méningite, bien sûr. Ne protège pas à 100% puisqu'il y a plusieurs souches. Alors, qu'est-ce qu'un syndrome méningé? Comment on diagnostique une méningite? C'est un peu ce que je viens de vous dire tout de suite à l'instant. C'est des maux de tête violents, céphalées violentes, diffuses, en casque. Ça ressemble pas du tout à une migraine ou à des maux de tête qui sont liés à des troubles, à des sinusites ou des fatigues oculaires. Enfin, c'est vraiment très violent et on a mal partout. La photophobie, c'est l'incapacité d'être en présence de lumière. On est très gêné par la lumière. Donc ces deux signes sont assez typiques, très très mal à la tête, gêne à la lumière, mais pas une douleur comme une migraine sur le côté, c'est vraiment en casque. Et bien sûr, des vomissements qui sont dus à la pression intracérébrale. Des nausées, voire des vomissements. Et bien sûr, quatrième signe, raideur de nuque, douloureux à la flexion passive. On demande au patient de fléchir le rachis cervical, c'est-à-dire de ramener le menton vers la poitrine. Et là, c'est quasi impossible. C'est hyper douloureux. Donc ces 4 signes constituent le syndrome ménager à retenir.
D'accord? La méningite, c'est un syndrome ménager associé à de la fièvre et des frissons, avec éventuellement des signes neurologiques centraux, donc des troubles des fonctions supérieures, hein, des troubles cognitifs, où on a un discours incohérent, une désorientation temporo-spatiale, on ne sait plus où on est, quand, la date, etc. Et un trouble de la vigilance. D'accord? Donc les méninges, ça on a vu. C'est une urgence absolue, une urgence absolue. Parce que du fait du taux de létalité et surtout de taux de séquelles, c'est très important. C'est très, comment dire, très fréquent. 30%, c'est énorme, hein. 30% de séquelles, c'est énorme, hein. Les gens deviennent handicapés à vie. Donc, l'antibiothérapie dès que possible, dès qu'on a fait la ponction lombaire, on fait très 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 rapidement. Et on hospitalise bien sûr. Tout le monde se met en masque, hein. Bon, maintenant avec le Covid, tout le monde a des masques à l'hôpital, mais avant c'était pas le cas. Et dès qu'on avait une méningite, une suspicion de méningite, tout le monde mettait un masque. Bien sûr, on a associé des traitements symptomatiques, hein, antidouleur, antifièvre, antivomissement. Hein. Antalgique, c'est antidouleur, antipyrétique, c'est contre la fièvre, et antiémétique, c'est contre les vomissements. Et bien sûr, c'est une déclaration obligatoire, donc c'est ce qui se passe actuellement à Strasbourg, hein, une déclaration obligatoire d'un premier cas et une enquête sur les cas secondaires pour avoir une antibioprophylaxie, donc un antibiotique systématique pour éviter une éventuelle propagation de la bactérie. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur la méningite? Est-ce qu'une fois qu'on l'a eu, on peut le réavoir? Ah, très bonne question. Ben, si c'est une bactérie, oui. Après, il y a plusieurs souches. Oh, quoique vous développez les anticorps, c'est une bonne question, ça. Oui, la méningite ne protège pas. Mais bon, c'est vraiment un coup de malchance parce que c'est quand même assez rare d'avoir des foyers épidémiques, hein, mais ça arrive en hiver. Le méningocoque, bonne question. Est-ce que quand on l'attrape, on s'immunise à vie? Ben, écoutez, je vérifierai. Je vous confirmerai ça la semaine prochaine. Méningo. A priori, oui, parce qu'on peut avoir plusieurs fois des pneumonies. Et c'est des pneumonies à pneumocoque. Donc, si c'est une méningite à monocoque, oui. À méningocoque, méningite récidive, point d'interrogation, je regarderai. Bonne question. De toute façon, dans tous les cas, il faut prendre l'antibioprophylaxie, hein, en cas de contact, même si on l'a déjà eu. Moi, je prendrais pas le risque. D'ailleurs, j'ai déjà été contact avec une méningite en pédiatrie et malgré malgré la grossesse à l'époque où j'étais enceinte, j'ai quand même pris un antibiotique qui est différent de celui qui était classiquement prescrit, mais oui, il faut toujours le prendre, hein, malgré le fait que j'ai tout de suite mis un masque, etc. Mais ça répond pas à votre question, et votre question, j'y répondrai la semaine prochaine, sans faute. Alors, pas d'autres questions auxquelles je pourrais répondre éventuellement? Non? Alors, une autre atteinte neurologique qui n'a rien à voir avec la méningite, c'est le zona. Est-ce que quelqu'un connaît ou a déjà connu le zona dans son entourage? Parce qu'en général, ça touche quand même les personnes plutôt âgées.
Non? C'est pas, ça vient de la varicelle, c'est ça, non? Exactement. C'est une réactivation de la varicelle. Il faut déjà avoir eu la varicelle. Et en fait, c'est comme si on réactivait ce virus. Et que dans certains cas, donc chez les personnes très âgées qui sont en contact avec un enfant qui a la varicelle par exemple, ou si c'est une personne plus jeune mais qui a un déficit immunitaire, hein, donc on a vu dans les cours précédents, VIH, diabète, un traitement par corticoïdes, une chimiothérapie, tout ce qui va diminuer l'immunité peut faire réactiver le virus de la varicelle quand on a déjà eu, parce que ce virus va se nicher dans les ganglions sensitifs, quand on a la varicelle. Donc vous vous souvenez, sur le cours de neuro, on a des ganglions moteurs et des ganglions sensitifs. Et il reste endormi dans les ganglions sensitifs. Voilà, attendez, il y a une photo qui est là. Hop. Donc là, on voit bien ici les ganglions, la colonne vertébrale, la moelle épinière, les racines nerveuses, racines motrices et racines sensitives en arrière. Et dans la racine sensitive, c'est ici que ce virus vient se nicher et reste latent. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Non, je vais modifier. Voilà. Alors, il vient se modifier et, il vient se nicher, il reste endormi et il se réveille que dans certains cas sous forme de zona. Quand il se réveille, qu'est-ce qui va se passer? Dans les cas dont je viens de vous parler, dans les cas de figure dont je vais parler, le virus va quitter le ganglion sensitif et va migrer tout au long du nerf et aller contaminer la peau. Et c'est au niveau de la peau qu'on verra apparaître sur le trajet du nerf et uniquement sur le trajet du nerf des vésicules typiques. Donc en général, on en a sur le thorax, donc ça va vraiment faire le tour, ça va suivre, ça part de l'arrière, au niveau de la racine sensitive, et ça migre ça passe jusqu'en avant, donc ça suit le cercle des côtes par exemple, et ça va être des petites vésicules très douloureuses qui peuvent être alors éruption cutanée rouge vésiculeuse, prurigineuse, donc ça gratte et surtout très douloureuse. Pardon. Donc sur le trajet du nerf, donc ça va être en bande, ce qu'on appelle un dermatome. Donc en bande, souvent en niveau thoracique, on a des zonas intercostaux, on appelle ça une zone intercostale. Il peut y avoir des zonas aussi sur les autres nerfs, donc le nerf facial, et donner des zonas ophtalmiques par exemple. La particularité du zona, c'est que c'est toujours dans un seul côté, unilatéral. Ça va se réveiller que d'un côté. Donc là, sur les photos, on voit alors il faut deviner, mais c'est un bras. Ici, c'est le côté latéral du dos. La personne est de dos. Donc il y a quelqu'un d'autre devant lui, là. Voilà, on voit le bas du jean ici. Là, c'est son bras. Là, c'est l'ouverture entre le bras et le dos. Et du coup, on voit bien que la vésicule, là, touche une racine. Bon, elle en peut être un petit peu en bas, mais typiquement, ça longe, et puis ça revient devant. Et là, on a un zona ophtalmique, donc il vient toucher la racine du nerf, et là sûrement aussi sur le trajet un petit peu avant l'œil. Donc, qu'est-ce qui favorise le zona? Comme je viens de vous le dire, une baisse de l'immunité. Si on a une immunité active, normale, les anticorps canalisent le virus. Les baisses d'immunité, on l'a vu, c'est les maladies comme le VIH, le diabète, les corticoïdes à long terme, les chimiothérapies. Il peut y avoir l'âge aussi, donc c'est souvent une maladie qui touche les personnes âgées. Et il peut y avoir aussi des facteurs liés au stress, à la fatigue, au surmenage. D'accord? La principale complication du zona, parce que c'est un virus et donc il va disparaître tout seul en général,
La principale complication, c'est les douleurs post-zostériennes. On peut avoir des douleurs qui sont très, très invalidantes. Ça peut devenir cauchemardesque même. Et qui se transforment en ce qu'on appelle des névralgies chroniques. Ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est très difficile à traiter parce que c'est une douleur nerveuse qui est liée à l'atteinte du nerf. Donc, on finit par des médicaments qui sont assez forts pour pouvoir faire dormir, etc. Donc, le traitement, c'est les antidouleurs. Et puis, ça peut aller jusqu'au dérivé de la morphine. Dès qu'on a la suspicion du zona, il faut donner un antiviral très très tôt. Donc, c'est le Zélitrex. Il y a un traitement antiviral, mais malgré tout, ce traitement, s'il est pris même un peu tard, parce que c'est un diagnostic qui n'est pas facile à faire, ou même s'il est pris des fois assez tôt, il peut persister quand même une douleur post-zostérienne. Voilà pour les 2 atteintes neurologiques dont je voulais vous parler. Est-ce que vous avez des questions? Pour le zona, comment ça se fait que ça touche une zone plus qu'une autre? Par exemple, pour toi, pourquoi c'est plus au niveau intercostal que autre part? Ouais, c'est statistique. Pourquoi autre part, il y a plus de ganglions. Ouais. Enfin, moi, je vous dis ça, mais j'en vois beaucoup de zones faciaux. J'en ai même plus vu que des zones intercostales, mais bon, nous, on a des intercostaux. On avait appris que c'était plus le cas, mais en réalité, moi, j'en ai autant. Pourquoi ça toucherait plus? Je sais pas. Enfin, pourquoi c'est ciblé plutôt sur une zone plutôt que... Enfin, pourquoi c'est pas tout le corps? Ah, d'accord. Ah bah, vous me posez des cols aujourd'hui. Pourquoi ça réveille qu'un seul ganglion alors qu'on a une immunité qui est complètement... oui, c'est vrai, ça pourrait réveiller tous les ganglions sensitifs et avoir une espèce de varicelle. Bonne question. Qui c'est qui me pose cette question là? C'est Elena. Elena. Et tout à l'heure, la méningite, c'était qui? Je sais plus si c'était c'est Mina. Mina, je crois. Mina. Oui, c'était Mina. Mina. D'accord, ok. Moi, je répondrai à Mina et Elena peut-être la semaine prochaine. Si vous avez, vous, de votre côté, des réponses, vous me direz. Euh, Pourquoi ça touche surtout un seul ganglion? Bah, je sais pas, c'est comme ça. Ça réveille un ganglion, une chaîne et pas les autres. Bonne question. Écoutez, ça fera plein de réponses pour la semaine prochaine. Hop, allez, on continue. Pas d'autres questions? Pas d'autres calls? Non? Bon, ce qu'il faut retenir, le zona, c'est que ça touche une seule racine, que c'est un seul côté, que c'est la réactivation du virus de la varicelle et que ça se réactive dans un contexte de diminution de l'immunité. D'accord? Donc la seule infection dans le système cardiaque dont je vais vous parler, c'est l'endocardite, qui est une infection des valves cardiaques. Alors, je voulais prendre l'anatomie. Oula, je suis partie trop loin. Cardiologie, voilà. Alors, l'endocardite, voilà. Donc, vous vous souvenez de... Vous avez fait ça, un peu de cardiologie, un peu d'anatomie du cœur ou pas? Vous Oui, connaissez on a vu. l'anatomie? Donc, le cœur est constitué de il est partagé en 4 parties, 2 oreillettes et 2 ventricules, ici. Et entre les oreillettes et les ventricules, ici, on a des valves. La valve mitrale et la valve tricuspide. Et entre les ventricules et les gros vaisseaux, on a aussi des valves. Ici, la valve pulmonaire
entre l'oreillette, le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et entre le ventricule gauche et l'aorte, on a ici la valve aortique. Facile. Valve pulmonaire pour l'artère pulmonaire, valve aortique pour l'artère pulmonaire aortique, et puis valve mitrale entre oreillette et ventricule gauche, et la valve tricuspide entre l'oreillette droite et le ventricule droit. D'accord? Alors, lorsque ici, un agent infectieux qui peut prévenir de plusieurs foyers différents, hein, passe dans le sang, si une des valves est pas moins fonctionnelle, c'est une valvulopathie, c'est-à-dire qu'elle ne se referme pas complètement. Hein. Quand on a des insuffisances, c'est quand les valves ne se referment pas complètement et du coup laissent un petit reflux sanguin. C'est ce qu'on entend quand on écoute un cœur et qu'on entend un souffle. C'est parce qu'il y a une petite insuffisance, c'est parce que les valves ne se referment pas complètement. Et en réalité, le souffle qu'on entend au stéthoscope, c'est parce que quand on éjecte le sang, ça se referme, on entend le flux sanguin. Mais des fois, on entend le flux sanguin, un petit retour. Et ça, c'est un souffle. Pourquoi? Parce que la veine se ferme pas complètement. Se ferme pas complètement. Donc, quand elle se ferme pas complètement, qu'il y a une insuffisance ou une autre cause, les bactéries peuvent se nicher plus facilement. Et donc, et produire une infection. Donc, ça peut arriver sur des valves natives, donc des valves, comme je viens de vous dire, hein, des valves du cœur qui ne se referment pas très bien, ou prothétiques. Si par exemple, au contraire, les valves sont trop serrées, ce qu'on appelle un rétrécissement aortique, quand il y a par exemple, au niveau de cette valve, quand c'est trop fermé, calcifié chez les personnes âgées et que le sang passe mal, et ben à ce moment-là, on est obligé d'opérer, on pose des valves aortiques. Et donc, ce qu'on appelle une prothèse aortique, il y a des prothèses mécaniques et il y a des prothèses biologiques. Dans tous les cas, quand il y a une prothèse, il y a plus de risque de faire une infection. Donc, quand il y a une insuffisance, il y a des turbulences. C'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Quand il y a une insuffisance, il y a un peu de turbulence. Et le fait qu'il y ait des turbulences comme ça sanguines au niveau des valves, ça favorise l'adhésion des bactéries au niveau de ces valves. Donc, que ce soit des valves natives ou des prothèses, qui, elles, du coup, ne sont pas originales. Donc, enfin, c'est pas des valves originales. Et du coup, ça favorise l'infection, comme un corps étranger. Ces agents infectieux proviennent d'une porte d'entrée, hein, donc je vous ai dit, ça peut être dentaire, ORL, etc. Et quand ce germe passe par la circulation sanguine, il va à un moment ou à un autre arriver dans le cœur et se fixer sur les valves. Pourquoi je suis arrivée là? Excusez-moi. Hop. Donc, ça reste quand même assez rare. Alors, qu'est-ce que je vous ai montré là? Oui, voilà. Donc, là, c'est une coupe pour vous montrer l'intérieur du cœur. Ici, on voit qu'il est constitué d'un tissu, le rose pâle. Ça, c'est le myocarde, le muscle. Et il est entouré du péricarde. Quand on a une péricardite, c'est le tissu qui recouvre le cœur. Donc, le myocarde. Et à l'intérieur du myocarde, on a l'endocarde. Ici, qu'on voit en blanc. Enfin, pas vraiment, mais celui qui recouvre à l'intérieur le myocarde s'appelle l'endocarde, d'où le nom d'endocardite. Alors, c'est une maladie quand même assez rare, 5 cas par million d'habitants, mais c'est une maladie grave.
Et pourquoi c'est grave? Parce que c'est très difficile à diagnostiquer. D'accord? Dans 20 à 25%, on peut en mourir, surtout dans les hôpitaux, parce que c'est où il y a souvent le plus de portes d'entrée et de sources d'infection. Et si on ne connaissait pas si on ne fait pas, on pose pas le diagnostic, le stéthoscope, pardon, sur le cœur pour entendre le souffle associé à une fièvre, sans cause retrouvée par ailleurs, c'est très difficile de faire le diagnostic. Et pourtant, c'est une fièvre avec un souffle cardiaque nouveau modifié. Pourquoi? Parce que quand soit il n'y avait pas de souffle avant et il apparaît à cause de l'infection, soit il était là et il a été modifié à cause de l'infection. Mais souvent, on ne connaissait pas le patient avant, donc c'est pas évident quand il est à l'hôpital. Mais ce qu'il faut surtout, c'est faire une recherche d'agents infectieux, donc ce qu'on appelle des hémocultures. On va rechercher un germe dans le sang. Et la plupart du temps, quand c'est positif, on sait que ça vient du cœur. Et ça peut se compliquer aussi de maladies cardiaques associées. Donc il y a des formes trompeuses, c'est la plupart du temps, c'est le cas la plupart du temps. Donc il peut y avoir une fièvre comme ça, aiguë ou prolongée, sans autres symptômes, aucun. On peut avoir des signes un peu atypiques, des douleurs articulaires, des douleurs lombaires avec de la fièvre, mais sans autre pathologie. Et puis c'est souvent des fois une insuffisance cardiaque d'un coup. Une insuffisance cardiaque, c'est une des complications, hein. Le cœur qui se met à battre de plus en plus difficilement avec de la fièvre. Là, bien sûr, le diagnostic est plus souvent révélé. Il peut y avoir aussi des formes neurologiques fébriles parce que des emboles qui partent du cœur vont aller migrer dans les artères et aller toucher les vaisseaux cérébraux. Ça, c'est assez atypique, hein. C'est assez rare. Et puis, il peut y avoir aussi des fois des cas où on a de la fièvre, plus de fièvre, voilà, des formes très, très trompeuses. Donc, c'est pas un diagnostic simple. Donc, il faut faire comme examen complémentaire des hémocultures de toute façon, toujours pour rechercher la bactérie. Parce que même si on ne connaît pas la source, ou en tout cas le point de départ, il faut traiter la bactérie de la meilleure façon, avec l'antibiotique le plus adapté. Et puis, faire une échographie cardiaque, bien sûr. Et quand on ne sait pas, on fait toujours ça. Et on retrouve cet abcès ici, qu'on voit ici dans la valve zoomée. Ça, c'est une valve normale. Ça, c'est un abcès au niveau de la valve. Donc, on hospitalise toujours, hein. On hospitalise toujours parce que le traitement par la bouche ne fonctionne pas du tout. Il faut qu'il y ait une grosse quantité d'antibiotiques qui passent par le sang pour qu'ils puissent arriver au niveau du cœur avec un meilleur. Parce que quand on prend par la bouche, le temps d'être absorbé, on perd du principe actif. Mais là, on veut qu'au moment où il atteigne le cœur, donc qu'il soit digéré, etc., pas qu'il passe dans les voies sanguines, on perd du principe actif. Alors que là, en injection, en intravasculaire, on met directement l'antibiotique dans le sang. Il va arriver sur le site pour pouvoir traiter la bactérie. Donc, c'est une antibiothérapie intraveineuse, ici, prolongée. Bien sûr, il faut traiter la porte d'entrée, hein, si c'est un problème ORL, dentaire, etc. Et puis, une fois qu'on a eu une endocardite dans sa vie, c'est systématique. Dès qu'on a la moindre infection ou le moindre soin avec une possible porte d'entrée, je veux dire même un panari, il faut donner des antibiotiques. Dès qu'il y a le moindre risque d'avoir une porte d'entrée bactérienne, donc en l'occurrence les soins dentaires. Si on a une carie et qu'on va chez le dentiste, il faut prendre des antibiotiques. Voilà pour l'endocardite. Est-ce que vous avez des questions? Pour l'endocardite? Non? Non, ça va. Eh ben, écoutez, on va passer à la dermatologie. Alors, la dermatologie.
je vais vous parler de l'impétigo et folliculite, ça on a vu un petit peu déjà. Les rhizipèdes, bien sûr, et les mycoses. Alors, l'impétigo, qu'est-ce que c'est? Vous avez dû déjà croiser des enfants avec plein de petits boutons autour de la bouche. Donc, c'est une infection de la couche superficielle de la peau, avec la plupart du temps qui est due au staphylocoque, mais aussi du streptocoque. Donc, c'est les deux bactéries principalement de la peau. Donc là, par contre, vous voyez, ça le précise, hein, maladie non immunisante récidive possible, hein, parce que c'est pour ça que les enfants qui ont des tétines, par exemple, ont tout le temps de l'impétigo, ou ceux qui sucent leur pouce, etc. C'est une maladie cutanée, donc bactérienne, la plus fréquente de l'enfant. Elle est très fréquente, très contagieuse par maniportage. Hein. Les enfants à la crèche qui s'échangent des tétines, bon, maintenant ça se fait plus trop avec le Covid, mais à l'époque, voilà. Puis il y a des jouets qui s'échangent pour peu qu'on les mette dans la bouche, etc. Voilà, c'est très contagieux. Alors c'est très simple à diagnostiquer, on le voit bien, hein, c'est des vésicules et des petites bulles ici sur la peau. Hein, ça ressemble un petit peu aux éruptions du zona. Sur une peau un peu rouge, un peu inflammatoire. Donc très vite, ça va se rompre. En fait, les petites vésicules vont éclater et ça va donner une éruption suintante, puis une croûte. Des fois, ça peut devenir un petit peu jaunâtre, tout ça. Et donc, bien sûr, il faut traiter. Hein. Il faut traiter par antibiotiques. Mais en général, ça guérit très facilement et ça laisse pas de traces. Donc, l'antibiotique, c'est un antibiotique local. Hein. Bon, éviction scolaire, oui et non. Hein. Maintenant, on va juste dire d'éviter d'utiliser des choses, de partager, on va dire, des objets. Plus éviction de crèche. Donc bien se laver les mains, bien se laver les ongles, tout ça on le sait. Antiseptique, hein, bien sûr, il faut désinfecter et puis appliquer la crème antibiotique. C'est rarement les antibiotiques par la bouche, hein, sauf si on a une forme très très étendue d'impétigo, comme on peut en avoir chez l'adulte. Hein. Des fois, il y a des infections cutanées de peau. Là, il faut traiter par la bouche, sur des antibiotiques bu, Péros. D'accord, donc ça c'est l'impétigo, c'est une infection bactérienne de la peau par le staphylocoque. Le staphylocoque, c'est une bactérie qu'on a sur nous, hein, commensale, et qui donne pas de séquelles. Alors, la folliculite, la folliculite, c'est une infection du poil par du staphylocoque doré aussi. Facteur favorisant, donc ça va être surtout la transpiration, les frottements, excusez-moi, je suis émue. Je viens de recevoir un message, je suis désolée. Du coup, oui, excusez-moi, je me reconcentre. Donc, la folliculite, c'est une infection du poil et de la peau où il y a des poils. Donc, ça va être la barbe, les cheveux, le torse pour l'homme. Et du coup, donc ça va évoluer en pustule. Ça donne pas de cicatrice, pas de fièvre. Ça va être aussi les zones de frottement au niveau des cuisses, du périnée, du dos aussi. Et voilà, donc on traite. Bon, je vais vous montrer. Hop. Voilà, là typiquement c'est une folliculite. Donc il faut donner des antiseptiques locaux plusieurs fois par jour, bien traités, et surtout on donne quand il y a une grande forme très profuse des antibiotiques par la bouche. D'accord. Et les rhizipèles, c'est une maladie, alors elle qui est très fréquente aussi, qu'on traite. Alors comment ça se passe? Les rhizipèles, c'est une maladie de peau qui est due.
Est-ce que quelqu'un a déjà vu des érysipèles dans sa vie? Non? C'est comme ça, très souvent, ça touche les jambes essentiellement, et c'est un placard rouge inflammatoire, et ça va en montant, montant, montant comme ça le long de la peau. Non? Alors, donc, c'est souvent secondaire à une plaie au niveau du pied, une plaie au niveau du pied, comme un champignon, un intertrigo. Vous vous souvenez, on en a parlé des intertrigos, ou une coupure, une piqûre aussi, et qui va ensuite s'infecter et monter, si c'est pas traité, tout le long de la jambe. Donc, ça touche essentiellement les membres inférieurs. Ça donne un bourrelet comme ça périphérique, un placard rouge inflammatoire. C'est très très brutal et ça s'étend très très vite. Ça touche qu'une seule jambe. Et c'est bactérien, c'est souvent streptocoque, streptotoxique. Donc, comment ça se traite? Ça se traite malgré les symptômes qui sont très fulgurants, très impressionnants. Ça va se traiter en ambulatoire, donc à la maison avec des antibiotiques. Ça se traite très très bien par les antibiotiques qui traitent le streptocoque. Donc 7 à 10 jours, un repos au lit, d'accord, un traitement symptomatique donc de la douleur, etc. Et surtout, il faut traiter la porte d'entrée. Donc tant qu'on n'a pas traité le champignon, l'intertrigo entre les orteils ou une plaie, etc., on a beau donner des antibiotiques, le germe va continuer. Hein. D'accord? Toujours être vacciné contre le tétanos, bien sûr, surtout en cas de plaie ou de blessure, et prévenir des éventuelles récidives, donc surtout dans les cas intertrigaux, si la personne fait des mycoses à répétition, etc. Alors, pour en ce qui concerne les résipelles, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Non? Pas de questions. Alors, mycose superficielle. Écoutez, ça va se finir assez vite ce cours-là. Hein. Je voulais vous montrer une vidéo, mais j'ai pas pris le lien. Alors, mycose superficielle, donc on l'a vu déjà dans le cours de mycologie, vous vous souvenez, hein? Donc ça va être une infection de la peau et des muqueuses, voire des phanères par des champignons. L'infection, elle est bénigne hein, en général, pas de fièvre, pas d'anomalie biologique, mais il faut traiter les facteurs favorisants. Hein. Vous vous souvenez, quels sont les facteurs favorisants d'une infection mycotique, enfin d'une mycose? Quand on reste avec les pieds dans l'humidité ou la transpiration, Oui, c'est pas l'humidité, aéré. la macération, effectivement. D'autres facteurs qui favorisent. On On a une avait vu baisse que de l'humidité. parfait, très bien. Donc avec des maladies comme quelle maladie dont on parle souvent dans les cas de mycose? Je vous ai dit, les champignons aiment bien le sucre Ah, chez les diabétiques. les Non. diabétiques. Ouais, les diabétiques, les enfin, en dépression, la macération, bon, c'est pas mal, l'humidité, le climat, etc. Très bien. Donc ça, on passe vite parce qu'on l'a fait hein, en mycologie. La gale, c'est pareil, on l'avait vu aussi dans les parasitoses. Donc c'est une ectoparasitose humaine seulement. Hein. C'est très contagieux, contagiosité interhumaine directe hein, et importante, très très contagieuse. Le seul réservoir, c'est l'homme, ça on l'avait vu aussi. Il peut y avoir une surinfection bactérienne, mais là c'est plutôt secondairement c'est secondaire au grattage. D'accord? Et le signe dominant, c'est le prurite, vous vous souvenez, hein, ça gratte. Voire le signe unique, des fois on n'a même pas de lésion cutanée. D'accord? Alors, les infections urologiques et gynéco. Alors, l'urétrite, c'est un écoulement
alors sale, purulent, je dirais plutôt, hein. Donc là, c'est souvent des germes plutôt sexuellement transmissibles, hein. On fait toujours une recherche dans les urines. Orchiépididymite, c'est plus souvent une complication de l'urétrite. C'est quand l'infection va monter au testicule, hein. Il y a l'épididyme, c'est les voies qui conduisent aux testicules. Ça va être très très douloureux, très inflammé. Prostatite, ça va toucher plutôt les hommes plus âgés parce qu'ici la prostate grossit, le petit organe qu'on voit en bleu avec l'âge, et c'est plutôt secondaire à une infection urinaire classique avec qui va remonter au niveau de la prostate. Et là, ça peut être très 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 douloureux avec beaucoup de fièvre, hein. Les hommes qui ont une prostatite s'en rappellent toute leur vie. Et puis, il peut y avoir aussi une infection du gland. Tout ça, c'est plutôt des MST. Donc, pas à retenir, hein, c'est juste pour que vous sachiez. Chez la femme, c'est pareil, il y a plusieurs infections dans l'appareil génital féminin. Donc, les vaginites, en général, c'est plutôt lié au déséquilibre de la flore, hein. Et les cervicites, c'est les infections du col de l'utérus. Et ça, par contre, ça donne souvent pas de symptômes ou très peu. Donc, comme pour le chlamydia, une infection sexuellement transmissible qui ne donne pas de symptômes, mais qui peut avoir des conséquences sur la fertilité. Donc, c'est bien de faire des dépistages quand il y a des rapports à risque. L'endométrite et la sympagite, là, par contre, il y a eu de la fièvre, des douleurs. Donc, ça va être une infection des trompes qu'on voit ici. Vous vous rappelez un peu comment est constitué l'appareil féminin? Donc, on a le vagin ici, le col de l'utérus ici, qui se poursuit avec les trompes qui se finissent ici par les ovaires. L'ovaire sécrète chaque mois des ovules ici lors de l'ovulation qui viennent être fécondés ici dans l'utérus. Donc les endométrites, bien sûr. Donc l'endomètre, c'est la couche qui recouvre tout l'utérus. Donc endométrite, ça peut être partout. Et la sympagite, ça va être une inflammation des trompes. Donc ça peut bien sûr entraîner une infertilité ou une stérilité tubaire, donc liée au tube. La trompe, c'est un tube. Donc ça va boucher la trompe et du coup, bien sûr, là, l'ovule ne pourra pas circuler. Et bien sûr, chez les femmes, c'est très très fréquent. On peut avoir des cystites, des infections urinaires basses, voire des infections urinaires hautes avec une atteinte des reins, pyélonéphrite. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. La syphilis, on va développer un peu plus parce que ça revient beaucoup. Madame, Donc la ça veut dire syphilis... quoi, Pardon? BU dans infection urinaire, ça veut Ah dire oui, quoi? infection urinaire antibiotique, c'est BU positive. Effectivement, je vous ai pas dit, c'est la bandelette urinaire. D'accord? Mais la plupart du temps, on fait pas de bandelette. Il y a des signes qui sont typiques de cystite. On donne un antibiotique systématiquement, hein. Et quand on a un doute d'une résistance aux antibiotiques, on va faire une analyse d'urine plus poussée, ce qu'on appelle un ECBU, donc examen cytobactériologique des urines, un ECBU, pour bien isoler le germe et être sûr de le traiter de la meilleure façon. Parce que si une personne a des infections urinaires à répétition et qu'elle prend énormément d'antibiotiques, à un moment donné, le risque, comme on l'a vu en bactério, c'est que la bactérie devienne résistante. À ce moment-là, il vaut mieux prendre le temps, faire une analyse d'urine, donner l'antibiotique, même si on n'a pas les résultats, mais au moins on aura eu le temps d'isoler le bon germe et savoir si ce germe est, sensible ou pas à l'antibiotique qu'on a donné. Si c'est pas le cas, on va en donner un autre. Mais au moins, on sera sûr de bien traiter l'infection. D'accord? Alors, la syphilis, donc c'est une maladie bactérienne aussi, qui revient. Alors, la bactérie, c'est le tréponème, la bactérie responsable, et qui est en pleine, expansion. Il y en a de plus en plus actuellement. D'abord à cause du VIH, parce que ça a diminué l'immunité. Donc, on attrape de plus en plus de bactéries qui avaient disparu. Et puis, par rapport à certaines pratiques sexuelles. Donc, la syphilis, c'est une maladie qui va se développer en plusieurs phases
primaire, secondaire et tertiaire. Et la première phase, en général, on a ce qu'on appelle un chancre syphilitique, un chancre mou. Donc c'est typique. C'est typique, c'est une ulcération comme ça, qui est douloureuse, pardon, qui est indolore, excusez-moi, au contraire, parce que les gens ne viennent pas consulter parce qu'ils sont pas mal. Le fond est dur comme ça, mais le bord autour est tout à fait propre. Il y a surtout des ganglions autour, et ça apparaît à peu près 3 semaines après le rapport à risque. Donc voilà, on a une petite tache comme ça. Les gens ne consultent pas forcément parce que ça fait pas trop mal, etc. Ça se voit pas aussi tout le temps, pas aussi bien, surtout chez la femme. Chez l'homme, si c'est quand même assez visible. Et du coup, si c'est pas soigné, eh ben, le tréponème va se propager. Et en général, à peu près 1 mois et demi, voire jusqu'à 1 an après le chancre, là, on peut avoir des manifestations plus générales. Une atteinte des ganglions, cutanés, des muqueuses, jusqu'à même une atteinte oculaire. Et si le diagnostic n'est toujours pas fait, parce qu'on ne peut pas toujours incriminer enfin, on ne va pas forcément y penser, vu que ça peut apparaître longtemps après le chancre, les gens n'y pensent pas forcément, et on ne va pas forcément rechercher. Et ben, on peut avoir des atteintes beaucoup plus rares, avec des méningites, des atteintes ophtalmiques, des atteintes neurologiques, et très tard, des troubles de la mémoire, des démences, etc. Alors, ça, un traitement, hein, c'est la doxycycline. Les personnes qui ont déjà eu une syphilis savent, ou ceux qui ont des pratiques, enfin, des hypersexuels, ils savent, ils ont toujours des traitements, comment dire, préventifs. Le problème aujourd'hui en France, c'est que beaucoup de gens prennent la doxycycline en prévention et que là, actuellement, la syphilis devient résistante à la doxycycline. Donc là, on va être très embêtés dans les années à venir. Alors, ce qu'il faut retenir pour la syphilis, c'est vraiment que c'est une maladie bactérienne, que le germe responsable est le tréponème, que c'est une IST, hein, une infection sexuellement transmissible. Elle se traite par antibiotiques et surtout, elle se prévient en se protégeant. Alors, l'appendicite aiguë. Est-ce que vous avez des questions, pardon? Moi, madame, j'avais juste une question. Mhm. Est-ce que l'endométrite, elle peut donner une endométriose ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. L'endométriose, c'est une atteinte de l'endomètre. Donc, ça a à voir parce que ça touche le même tissu. Donc, l'endomètre, ça va être le tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus. Le problème de l'endométriose, c'est que c'est plus une inflammation, c'est plus une stimulation de l'endomètre sous l'effet des hormones. En gros, on va avoir un taux d'hormones trop important et l'endomètre va être beaucoup plus inflammé. C'est pour ça que le traitement de l'endométriose, c'est les anti-inflammatoires et surtout le traitement hormonal parce qu'on va diminuer le taux d'œstrogène. Et le problème de l'endométriose, c'est qu'on peut avoir ça au niveau de l'utérus, donc où se trouve l'endomètre normalement, mais on peut aussi avoir cette imprégnation hormonale sur des tissus qui se trouvent en dehors de l'endomètre. Donc, on peut avoir de l'endométriose abdominale, de l'endométriose au niveau du côlon, du foie, etc. C'est des petits foyers qui sont stimulés sous les oestrogènes et donc qui vont donner des espèces de nodules, en fait, et qui vont faire très mal juste avant les règles ou pendant, à cause de la stimulation hormonale. Le problème de l'endométriose, si elle est située au niveau des trompes, ça peut constituer un risque de stérilité tubaire aussi, comme la salpingite, parce qu'elle est située au niveau des trompes. Autrement, ça ne risque pas si c'est une endométriose ailleurs, le seul problème, c'est que ça fait mal et qu'il faut prendre une pilule pour plus avoir mal. Mais quand on veut avoir un enfant, on doit arrêter la pilule, donc on a mal. Mais ça n'empêche pas, ça ne rend pas stérile. Par contre, quand c'est situé au niveau des trompes, oui, ça peut avoir un risque. En sachant qu'on a 2 trompes et que c'est rare que ça atteigne les deux trompes, mais c'est quand même un risque supplémentaire. Et c'est surtout très douloureux.
Et c'est toujours très douloureux avant d'avoir les règles à cause du pic hormonal. Donc, ça se traite par pilule. C'est pas la même chose, c'est pas une infection, l'endométriose. C'est une maladie inflammatoire qui est liée au dérèglement hormonal. Enfin, c'est même pas un dérèglement, hein, c'est au dérèglement tissulaire qui est stimulé par les hormones. Je sais pas si je suis claire. Ok, ouais, très clair. Merci. Alors, une maladie très importante, c'est l'appendicite. Et celle-ci, il faut vraiment la connaître parce que si vous, en consultation, vous avez quelqu'un qui vient, et voilà, encore aujourd'hui, ce matin, j'en ai eu deux suspicions, c'est hyper fréquent et c'est un traitement, enfin, c'est un diagnostic qu'il faut absolument avoir en tête à chaque fois parce qu'il faut traiter en urgence, sinon ça peut très vite se compliquer et c'est très fréquent. D'accord? Vous allez voir des gens qui ont mal au ventre, vous allez peut-être voir ce jour-là une personne qui vous dit bah, j'ai vomi, j'ai un petit peu de fièvre. On prend souvent ça pour une gastro, mais vous allez mettre la main sur le ventre. Il faudra reconnaître certains signes qui vous feront penser à l'appendicite et surtout pas hésiter à les envoyer aux urgences. Il vaut mieux les envoyer pour rien que passer à côté d'une appendicite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'appendicite? C'est l'inflammation aiguë de l'appendice. Alors, l'appendice, c'est quoi? C'est petit. Voilà, là c'est mieux. Donc c'est peut-être un appendice là qui vient, comment dire, qui est accolé au sécom. Donc en fait, là vous avez le tube digestif en haut, on imagine, l'estomac, le duodénum qui ensuite se poursuit avec l'intestin grêle, tac, 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 et là on commence le gros intestin, le côlon. Et à l'entrée du côlon, on a le sécom ici qui se continue. On voit bien ici sur la photo zoomée par cet appendice. On ne sait pas trop à quoi il sert. Mais il peut devenir un réservoir de bactéries et s'infecter. On voit ici en rouge. Hein, le côlon ici qui est montant, transverse et descendant, hein, et qui se finit ensuite par l'ampoule rectale et l'anus. Donc ici, le fameux appendice peut, on ne sait pas pourquoi, s'infecter. Donc, il y a une stase comme ça de matière qui va venir s'infecter. Et si elle n'est pas soignée, elle peut infecter le tissu, le péritoine qui autour. Pardon, le péritoine, c'est le tissu qui englobe tous les organes digestifs, hein, l'abdomen. Et s'il infecte, il vient en contact du péritoine et infecter le péritoine, ça s'appelle une péritonite. D'accord? Et la péritonite, ça peut devenir une septicémie, c'est une urgence vitale. Donc, comme je viens de vous dire, l'appendicite, c'est une inflammation aiguë de l'appendice. Ça peut arriver à tout âge, mais c'est surtout en général avant 30 ans. Et le problème, c'est qu'il y a un polymorphisme symptomatique. Il peut y avoir plusieurs symptômes différents. Et l'évolution, elle est assez imprévisible en l'absence de traitement chirurgical. Hein, mais bon, la plupart du temps, ça peut se compliquer par une péritonite, donc il ne faut vraiment pas hésiter à opérer une appendicite. On n'attend pas de voir comment ça évolue. Hein. Si on a un diagnostic, on opère. C'est une urgence chirurgicale. C'est l'urgence chirurgicale la plus fréquente. Bien sûr, si elle n'est pas traitée, elle peut être mortelle. Pourquoi? Par péritonite et puis ensuite par septicémie. On verra le chapitre septicémie juste après. Donc, c'est pas négligeable. Et c'est tellement fréquent qu'il ne faut pas passer à côté. Hop. Donc, comment on fait le diagnostic? Le diagnostic, il est physique, hein, il est clinique, hein, pardon. Donc, on a surtout des signes fonctionnels. On a très mal au ventre. Au début, ça commence par une douleur épigastrique. L'épigastre, c'est au niveau de l'estomac, vous voyez, en dessous du sternum. Et, ou alors ombilical autour du nombril. Et ensuite, la douleur, elle va tout doucement aller se localiser en fosse iliaque droite, donc en bas à droite, ici. On voit sur l'image. Et dans un deuxième temps, d'accord? Cette douleur, elle est augmentée par la toux, par la respiration profonde, et puis elle peut irradier à la cuisse, à l'ombilic, derrière dans le dos. Donc voilà, elle est assez, comment dire, floue, enfin assez diffuse. C'est une douleur qui s'accompagne très souvent de vomissements, et quand c'est pas le cas, c'est des nausées. Très important nausées, on n'arrive pas à manger, perdre d'appétit. La fièvre, elle n'est pas si élevée que ça.
Donc, c'est pas un critère de diagnostic. Et on a très souvent ce qu'on appelle une langue saburale. Donc, la langue est blanche et pâteuse. D'accord? Donc, ça, c'est les signes fonctionnels, c'est ce que ressent le patient. Après, les signes physiques, ça va être une douleur, surtout à la palpation. Hein. On va bien palper au niveau de la fosse iliaque droite et vous avez une douleur provoquée à la palpation, ça va être le point de McBurney. Donc, c'est pas la peine de retenir les noms des points, mais il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc là, il y a la palpation, douleur à la palpation de la fosse iliaque droite. Ça, il faut le savoir. Vous palpez, ça fait mal, c'est un signe. Mais pas que. On a souvent une défense. En gros, vous posez la main et quand vous appuyez un peu en profondeur, il y a une défense. En fait, l'estomac va repousser vos doigts vers pas l'estomac, pardon, l'intestin va repousser vos doigts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une défense. Vous palpez la fosse iliaque très superficiellement, ça fait mal. Vous poussez un peu les doigts, hop, vous sentez une défense. Et ça, c'est typique de l'appendicite. D'accord? Mais bon, de temps en temps, on n'a pas forcément ce signe, donc il faut chercher d'autres signes. Le signe de Bloomberg, c'est une douleur brutale à la décompression de la fosse iliaque droite. Donc vous palpez, bon oui, c'est un peu sensible, vous poussez les doigts, il n'y a pas forcément de défense, vous poussez et vous soulevez le doigt brutalement, donc vous décompressez, et là, la personne hurle. Hein, parce qu'on a des fois cet appendice, il se trouve en arrière, il est rétrocécal, et du coup, on n'a pas forcément la défense. Ensuite, on a le signe de Rovsing, c'est une compression de la fosse iliaque gauche, donc à l'opposé, en appuyant sur la fosse iliaque gauche, donc vraiment à l'opposé ici au niveau du côlon descendant, on va provoquer une douleur à droite. Donc la personne n'a pas mal à gauche, mais en appuyant à gauche, il va avoir mal à droite. D'accord? De temps en temps, on peut faire un toucher pelvien, donc soit un toucher rectal, soit un toucher vaginal, pour voir s'il y a ou pas une péritonite, parce que quand on fait un toucher vaginal et qu'on a mal, ça veut dire qu'il y a du liquide dans le péritoine. Bon, là, on ne fait pas systématiquement. Pour le diagnostic d'appendicite, vous n'avez pas besoin, surtout si vous avez les signes précédents. Et je vous disais tout à l'heure, c'est un diagnostic clinique. Donc ça suffit à envoyer quelqu'un au bloc opératoire. Maintenant, quand c'est pas typique et qu'on pense qu'il y a quand même une appendicite, bon, on peut faire une prise de sang pour voir s'il y a des signes d'infection bactérienne et une imagerie. Alors l'échographie, c'est pas très fiable, on va directement au scanner en urgence. D'accord? Alors ça, c'est pour l'appendicite. Alors la complication, dans 20 à 30% des cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la péritonite. C'est l'infection du péritoine, donc qui est la couche qui recouvre l'abdomen. Il peut y aussi avoir, mais plus rarement, une perforation de l'appendicite. Ah non, pardon, excusez-moi, l'appendicite, la péritonite, c'est secondaire à la perforation de l'appendicite, autant pour moi. Donc quand ça se perfore, ça libère les bactéries dans l'abdomen. Avec du coup une altération générale, donc le patient se dégrade très vite, la fièvre là est beaucoup plus élevée, le pouls s'accélère et la tension chute. Ça, c'est les troubles hémodynamiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les signes d'une complication. Donc la principale complication, c'est la péritonite, qui peut dans un deuxième temps se compliquer de septicémie. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant l'appendicite? On a fait que ça pour les pathogastro. Non, ça va. Non, ça Ça va. va? Bon, c'est important, hein. Moi, j'en ai eu 2 ce matin. 2 personnes qui sont venues, parce que comme il y a beaucoup de gastro en ce moment, on peut vite passer à côté d'une appendicite. Mais voilà, une personne qui est un peu maladroite ou langue blanche pâteuse, faut se méfier, hein. Toujours. Pas de diarrhée, mais mal au ventre, un petit fébricule, plutôt mal à droite. Enfin, mal à droite, en 3 mots. Enfin, donc, la septicémie, qu'est-ce que c'est? C'est la complication de la plupart de toutes les infections. Si elles ne sont pas traitées et si le germe
Et ça peut aller jusqu'à atteindre les organes profonds. Si la septicémie n'est pas traitée ou trop tardivement, elle peut conduire à ce qu'on appelle une défaillance d'organes. Donc une atteinte rénale, enfin les organes vitaux. Donc les reins, le foie, le cœur. Et bien sûr, secondairement, un décès. Donc les causes, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la plupart de toutes les infections, hein, quand elles ne sont pas traitées et qu'elles atteignent la circulation sanguine. Donc une pneumopathie non traitée, une infection des voies urinaires ou génitaux pas traitée, une infection des organes abdominaux, on vient de voir l'appendicite, une plaie ou les tissus mous, n'importe quelle érysipèse non traitée par exemple, une infection par cathéter. Alors là, c'est quand il y a vraiment une part d'entrée. Un cathéter, c'est quand on pose une voie veineuse. On pose, vous savez, un petit embout en plastique là qui va dans les veines ou les artères. Donc ça carrément, c'est une grande porte d'entrée aux germes. Système nerveux central, bien sûr, ça peut être une complication des méningites, des valves cardiaques, on a vu l'endocardite, de la sphère ORL, sinusite, etc. Alors, les autres facteurs de risque, donc j'en ai pas donné d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Donc c'est facteurs de risque et pas autres facteurs. Donc ça va être les faiblesses comme à chaque fois. Donc une déficience du système immunitaire, chimiothérapie, corticothérapie, etc. Sujet très âgé, bien sûr. Une plaie étendue comme une brûlure, parce que là, du coup, la porte d'entrée, elle est très très étendue, c'est compliqué. Et suite à une intervention chirurgicale. Ah, c'est ça que je voulais faire. Vous montrer ce film qui est très bien réalisé. Mais comment je fais pour copier le lien? Je vous montrerai à la fin si j'ai le temps. Non, j'arrive pas. Ici, tac, copier. Ah voilà, je savais pas que je l'avais noté ici, le lien. Bah, sinon, de toute façon, vous l'avez sur la diapo et puis vous pourrez regarder tranquillement à la maison. Mais je pense qu'on aura le temps. Alors, donc la septicémie, donc il n'y a pas de signe spécifique, hein, ça va être un diagnostic qui va être secondaire à une infection, donc il va être ah mince, pardon, surtout fièvre, fatigue, frisson et une inflammation du point d'entrée. Donc toujours on a, à part quand on a une endocardite, c'est très visible. Donc plus tard, on aura des signes d'aggravation avec troubles de la vigilance, vertige, confusion, des syncopes, hein, c'est les malaises, des pertes de connaissance, hypotension, accélération du rythme cardiaque. Donc surtout la chute de la pression artérielle avec des signes de choc. Enfin, les signes de choc, c'est chute de la pression artérielle, accélération du rythme cardiaque. Là, ça veut dire que le cœur, il n'arrive plus à donner du sang, à alimenter le corps avec son sang, et va épargner les organes vitaux. Donc, ça fait chuter la tension. Le sang n'arrive pas jusqu'aux membres. Et surtout, il va accélérer le rythme pour pouvoir alimenter suffisamment les organes vitaux. Donc ça, c'est les symptômes. Le diagnostic. Donc voilà, il y a plusieurs stades. Au début, on a une septicémie, c'est le passage du germe dans le sang. C'est toujours pas traité, on aura une septicémie sévère et ensuite on aura un état de choc. L'état de choc, en général, c'est vraiment... là, il faut aller en réanimation, vite remplir et puis c'est juste avant le décès. Donc ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est surtout identifier l'infection initiale et le germe en question. Et pour ça, il faut faire des hémocultures. Hein. Les hémocultures, c'est rechercher le germe dans le sang. Hémo, c'est le sang, culture, c'est la culture. Donc, analyse sanguine des marqueurs de l'inflammation, oui. En tout cas, les signes d'un SIRS, qui est un Systemic Inflammatory Response Syndrome, donc un syndrome, ça c'est l'équivalent de la septicémie, pardon. C'est un des deux critères. Température supérieure à 39 ou inférieure à 36. Des fois, on est en hypothermie parce que le corps doit préserver tous ces aliments. Il se met en hypothermie. Il doit préserver tous ses organes vitaux. La tachycardie, donc l'accélération du rythme cardiaque à plus de 100. C'est l'accélération du rythme respiratoire aussi. Et la leucocytose ou leucopénie, ça c'est les globules blancs, mais ça c'est les signes sanguins. Ce
qu'il faut retenir surtout, c'est chute de tension et accélération du pouls. C'est ces deux critères, c'est les deux signes hémodynamiques qu'il faut retenir et qui présagent d'une urgence vitale. La défaillance ensuite, la défaillance d'organes, ça va modifier l'activité cérébrale, donc une confusion, une agitation, des délires. On peut avoir du coup une insuffisance rénale, une acédose métabolique, donc le rein n'arrive plus à éliminer les toxines, le corps devient acide, le taux d'oxygène baisse, voilà, thrombopénie importante en 24 heures sans cause hémato. Ça, c'est dans toutes les infections sévères. Les infections sévères, ça fait diminuer les plaquettes. Donc, un risque hémorragique supplémentaire. Donc, sans intervention, défaillance cardio-respiratoire, rénale et hépatique, puis mort. Hein. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je vous ai mis une photo de réanimation. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les hôpitaux, mais quand on est en état de choc, voilà, il faut une dialyse, il faut de l'oxygène, et surtout remplir. C'est mettre beaucoup de liquide pour augmenter la pression. Alors, le traitement, ben, bien sûr, ça dépend de l'agent infectieux hein, et du stade. Donc, tout de suite, un entraînement antibiotique pour traiter la cause. Éventuellement enlever le foyer infectieux par chirurgie quand il y a besoin, transfuser sanguine bien sûr hein, et remplir, ventilation artificielle, donc l'oxygène, traiter l'état de choc, c'est ça, on remplit, hémodialyse en cas de défaillance rénale, donc pour prendre la place du rein. En l'absence de traitement adapté, les chances de survie sont très médiocres. Malgré tout ce qu'on peut faire en réanimation, encore aujourd'hui, il y a 25 à 40% de décès en cas de choc en réanimation. Donc, les signes d'urgence, ça va être, donc ça c'est à retenir, fièvre, frisson, sueur, douleur, vomissement, donc ça c'est en fonction de la cause. Asthénie éruption cutanée, c'est la cause. Signe de déshydratation. Défense, contracture, raideur, ça vous avez vu, défense c'est à l'appendicite, raideur ça va être méningite, mais c'est surtout ça. Ces trois signes qu'il faut retenir. Tachycardie, accélération du rythme cardiaque, tachypnée, accélération du rythme respiratoire et hypotension. Et hypotension orthostatique, donc même pas, hein, c'est hypotension tout court, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Hop. Il faut faire le 15, c'est une urgence vitale. Je sais pas si vous êtes amené à prendre des tensions ou pas, mais si je sais pas, vous avez un tensiomètre et que vous voyez quelqu'un très très mal, il faut tout de suite prendre son pouls, attention, et faire le 15 si on suspecte quoi que ce soit. Comment faire? Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette dernière partie, la septicémie? Je voulais juste vous montrer un petit film avant de vous laisser poser des questions parce qu'il résume tellement bien comment je fais. Alors, partager. Non, je vais l'ouvrir sur ma... Je vais vous le partager ensuite, ça va être plus simple. Hop. Non, c'est pas ça. Il faut que je fasse une ouverture de nouvelle page. Alors, je suis désolée, ça rame un petit peu. Est-ce que vous me voyez toujours là, non? Oui, je vous ai toujours sur la bonne page. Tac. Ah là là. Hop. Entrée. Je pense qu'on y est. Non, c'est ça. « 2018 », oui, c'est celui-ci. Hop. Je suis désolée, ça prend un peu de temps. De toute façon, on a un petit peu de temps. Hop. Non, c'est pas ici le film. Pourquoi j'arrive pas à le retrouver? Accepter. Il est où le film?
Bon, écoutez, je retrouve pas. Ah si, ça y est. Tac. Ouvert en grand. Non, échappe. Alors, si je fais ça, fenêtre. Voilà. Vous savez comment je peux faire ou pas pour partager? Non, non, c'est pas bon du tout. Arrêtez le partage. Hop. Ah bah voilà. Et là, on Partager. voit votre écran. Ouais. Et là, vous voyez? Le Non, on point le de voit. Oui. Avant, là, on le voit. un germe, virus, Oui, c'est bon. Pardon, vous bactérie voyez ou le film champignon. là? L'infection peut par exemple débuter au niveau des Attendez, poumons. je vous ai pas entendu. Est-ce que vous avez vu le film? Oui. Oui? Ah Ah non, mais super, je vais augmenter le on son. voit l'écran maintenant. D'accord. Je vais juste augmenter le son de mon ordinateur parce que j'ai l'impression qu'il est assez bas. Peut-être c'est là qu'il faut que j'augmente. Non, c'est là. Hop. Le point de départ d'une septicémie Là, vous entendez le film ou pas? Enfin, j'ai mis pause, hein. Ok, super. est toujours un germe, virus, bactérie ou champignon. L'infection peut par exemple débuter au niveau des poumons. Le germe passe alors dans le sang et se propage dans tout l'organisme. Le corps se défend en déclenchant une réaction immunitaire et inflammatoire, mais également une augmentation de la température, une accélération de la respiration et du rythme cardiaque. Mais ces réactions ne suffisent généralement pas à stopper l'infection et des médicaments adaptés sont nécessaires. Ah, mais c'était pas ce film. Ah, zut. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi. Bon, je vais revenir à la page, c'est pas grave. En plus, j'ai complètement zappé mes secours est enregistré. Bon. Désactiver mon électro, tac, tac. Bon, je vous reprends. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Bon, bah écoutez, on va arrêter là le partage parce que vous avez le lien, vous regarderez tranquillement. Ça résume tout. Je sais pas pourquoi je retombe pas sur la page, sur le film que je voulais vous montrer, qui est hyper intéressant parce que ça résume toute la septicémie, tout chapitre septicémie et en gros tout le cours des maladies infectieuses en général parce que ça reprend bien le mécanisme des défenses immunitaires, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce cours? Non? Alors, je Non, vais ça arrêter va. l'enregistrement. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.